La joie ne vient pas du dehors. Elle est en nous, quoi qu'il nous arrive. Cette phrase a été écrite par un homme aveugle dans un camp de la mort. Et je voudrais que vous la gardiez avec vous tout au long de ce voyage que nous allons faire ensemble. Comme on garde une braise dans le creux de la main par une nuit de grand froid. Paris, 1943. Un jeune homme de 19 ans dirige l'un des plus importants réseaux de résistance étudiante de France. Il recrute des centaines de volontaires. Il juge les âmes, il démasque les traîtres. Et cet homme est aveugle, totalement, irrémédiablement aveugle depuis l'âge de 8 ans. Son nom est Jacques Lucéran. Son autobiographie, La lumière fut, publiée en 1953, est l'un des récits les plus bouleversants du XXe siècle. Ce n'est pas seulement un témoignage de guerre. Ce n'est pas seulement le mémoire d'un survivant de Buchenwald. C'est le récit d'un homme qui a découvert, au cœur de l'obscurité la plus totale, une lumière que personne ne pouvait lui confisquer. Comment un enfant privé de la vue peut-il affirmer qu'il voit davantage que ceux qui possèdent leurs yeux? Comment un adolescent aveugle devient-il le recruteur le plus précieux de la résistance française, capable de discerner la trahison dans le grain d'une voix humaine? Et comment un prisonnier au seuil de la mort peut-il écrire que c'est précisément là, dans l'enfer absolu, qu'il a reçu la preuve que la joie était indestructible? Voilà les questions qui vont nous guider au long de ce récit. Je vous invite à me suivre en 3 étapes. D'abord, nous entrerons dans l'enfance de Jacques, au moment précis où la nuit tombe sur ses yeux et où une lumière inattendue se lève en lui. Puis nous le suivrons dans le Paris occupé, où ce jeune aveugle devient une arme vivante contre l'oppression. Et enfin, nous descendrons avec lui dans les ténèbres de Buchenwald, là où son message atteint sa dimension la plus vaste, la plus universelle. Jacques Lucéran naît à Paris le 19 septembre 1924 dans une famille aimante. L'enfant est lumineux, vif, ébloui par le monde visible, amoureux des couleurs et des formes. Rien dans cette enfance heureuse ne laisse présager ce qui va suivre. Le 3 mai 1932, à l'école, une bousculade. Le petit Jacques, 8 ans, est projeté contre l'angle du bureau du maître. Ses 2 yeux sont irrémédiablement touchés. Le diagnostic est sans appel. Il ne reverra plus jamais. Le monde de la lumière extérieure se referme sur lui. Mais c'est ici que commence le véritable sujet de ce livre. Quelques jours après l'accident, quelque chose de prodigieux se produit. L'enfant découvre que s'il regarde, non pas avec ses yeux, mais depuis l'intérieur de lui-même, le soleil est toujours là. Non pas un souvenir, non pas une image mentale, un déferlement réel de couleurs, de formes, de luminosité, qui se déploie dans son esprit comme un paysage vivant, chaud. Jacques Lucéran a écrit « Je découvrais dans le même instant la lumière et la joie. » Comprenez bien ce qu'il dit. Pour lui,
la vue n'est pas un phénomène optique. C'est un état de l'âme. Et cet état obéit à des lois aussi précises que celles de la gravité. Quand la peur s'empare de lui, quand la colère le saisit, quand l'impatience le dévore, cette lumière intérieure s'éteint aussitôt et il se retrouve véritablement perdu, désorienté, livré au néant. Mais quand il fait confiance, quand il aime, quand il accueille le monde au lieu de le repousser, la lumière revient, plus éclatante que jamais. Il écrit : ce que la perte de mes yeux n'avait pas su faire, la peur le faisait. Elle me rendait aveugle. Et je voudrais que vous entendiez cette phrase au-delà de la cécité. Elle s'adresse à chacun de nous. Même ceux qui possèdent 2 yeux en parfait état de marche peuvent devenir aveugles. Aveugles par la peur. Aveugles par la colère. Aveugles par cette résignation qui nous fait baisser le regard devant le monde au lieu de le soutenir. Mais l'enfant, lui, il ne se résigne pas. Il reconstruit sa relation au monde par les sens qui lui restent. L'ouïe, le toucher, et ce qu'il appelle le sens de l'obstacle. Une sorte de pression subtile que les objets exercent sur son visage. Comme si le monde lui parlait dans une langue secrète que les voyants n'entendent pas. Il apprend à sentir un mur avant de le toucher, à deviner un arbre par le courant d'air qu'il dessine. Ses mains deviennent des instruments de connaissance qui lui révèlent la matière profonde des choses. Et ses parents, avec une intelligence du cœur qui force l'admiration, refusent de le traiter en infirme. Sa mère apprend le braille avec lui. Ils se battent pour qu'il reste dans une école primaire. Et Jacques y excelle. Il devient un élève brillant, avide de savoir, porté par une énergie qui étonne tous ceux qui le côtoient. C'est à cette époque qu'il rencontre Jean, celui qu'il appellera son double. Ensemble, ils explorent le monde des idées, de la musique, de la poésie. Une amitié si profonde que Lucéran écrira qu'elle tenait de la religion. Mais déjà, en 1938, l'ombre de l'histoire s'étend. L'annexion de l'Autriche, la montée du nazisme, les premières fractures du monde. Le jeune Jacques le sent avec la même certitude que celle qui lui fait sentir un mur dans la nuit. Quelque chose d'obscur progresse en Europe. L'enfance s'achève. Le temps du combat approche. Juin 1940. La France capitule. Jacques Lucéran a 16 ans. Autour de lui, la sidération, la honte, la résignation. Mais lui, du fond de sa nuit, refuse. Il le décrit comme un réflexe organique, une impossibilité physique de se soumettre. Comme si tout son être se cabrait devant l'injustice, avec la même violence que son corps se cabrait, enfant, devant un obstacle. Au printemps 1941, à 17 ans,
Il fonde avec une poignée de camarades du lycée Louis-le-Grand le mouvement des volontaires de la liberté. Ils partent de rien. 8 jeunes gens, une machine à ronéotyper, un bulletin clandestin qu'ils rédigent la nuit et distribuent à la main. En quelques mois, le mouvement comptera des centaines de membres. Mais le plus fascinant, le plus vertigineux dans cette histoire, c'est le rôle que Lucéran y occupe. On le charge du recrutement. Lui, l'aveugle. Et savez-vous pourquoi ? Parce qu'il ne voit pas les visages. Il écoute les voix. Il découvre que la voix humaine est un miroir infiniment plus fidèle que le regard. Elle trahit la lâcheté, la duplicité, la peur cachée sous les beaux discours. Mais elle révèle aussi le courage, la droiture, cette flamme discrète qui brûle chez ceux qui ne mentent pas. Jacques Lucéran a écrit : La voix humaine entre en nous de force. Les voix ne nous trompent pas. Chaque candidat à la résistance doit passer devant Jacques. Il les écoute, il les interroge. Il prête attention à ce que la voix dit, au-delà des mots, dans des tremblements, des hésitations, des certitudes feintes. Et il rend son verdict. Ses camarades s'y fient entièrement. Dans un monde où tout est dissimulation, faux papier et visage masqué, c'est l'aveugle qui voit le mieux. En 1943, les volontaires de la liberté fusionnent avec la défense de la France, un mouvement plus vaste dirigé par Philippe Vianney. Lucéran devient responsable de la diffusion nationale du journal clandestin, dont le tirage atteindra 250 000 exemplaires. Il mène alors une double vie épuisante. Le jour, il est un brillant étudiant en classe préparatoire littéraire. La nuit, il coordonne des réseaux de distribution à travers toute la zone nord. 2 existences dans un seul corps. Et la mort aux aguets à chaque carrefour. En juin 1943, un décret du régime de Vichy interdit aux aveugles l'accès au concours de l'enseignement. Pour Lucéran, ce n'est pas seulement une humiliation personnelle. C'est la signature même de l'idéologie qu'il combat. Cette pensée qui trie les êtres humains entre utiles et inutiles, dignes et indignes d'exister. Il écrit : La résistance est une affaire de dignité, d'honneur. Elle interdit la saleté. Pour lui, résister n'est pas un acte politique, c'est un impératif sacré. C'est refuser que le monde soit souillé par ceux qui n'y voient que de la matière à dominer. Puis vient la trahison. Le 20 juillet 1943, Lucéran est arrêté par la Gestapo. La cause, un dénommé Elio, un membre infiltré. Le seul que Jacques avait accepté malgré un doute. Une ombre dans la voix. Un malaise qu'il avait choisi de ne pas écouter. La seule fois où il n'a pas fait confiance à sa perception intérieure. Il a ouvert la porte au désastre. On l'interroge, on l'enferme à la prison de Fresnes. 6 mois plus tard, en janvier 1944, il est déporté à Buchenwald.
L'arrivée à Buchenwald en janvier 1944. Le froid qui mord la chair. La faim qui dévore la pensée. La brutalité qui efface les noms et les visages. Pour un aveugle, le camp est un piège mortel à chaque pas. Lucéran arrive avec 2000 déportés français. À la Libération, en avril 1945, ils ne seront qu'une trentaine à en sortir vivants. Jacques est envoyé au petit camp, cette antichambre de la mort où l'on parque les plus faibles. Il y contracte une pleurésie qui le mène au bord du gouffre. Et c'est là, dans ce corps ravagé par la maladie, allongé sur sa paillasse entre la vie et la mort, qu'il fait une découverte qui dépasse tout ce qu'il avait connu. La lumière intérieure revient, plus intense et plus vaste, plus souveraine que jamais. Comme si l'approche de la mort avait levé un dernier voile, celui que la peur de mourir avait posé entre lui et la source. Sa connaissance de l'allemand le sauve. Lucéran devient l'informateur du camp. Il capte les communiqués de guerre diffusés par les haut-parleurs, les traduit, les décrypte, les transmet aux autres détenus. Il devient celui qui porte la nouvelle, celui qui murmure que les Alliés avancent, que la guerre finira. Dans un univers où le temps s'est arrêté et où l'espoir est le premier à mourir, cette voix est une source d'eau vive en plein désert. Il y a aussi Jérémie, ce détenu que Lucéran décrit comme une île au milieu d'un océan de souffrance. Un homme qui ne criait pas, qui n'appelait personne à l'aide, qui ne rêvait pas d'être ailleurs. Jérémie acceptait pleinement d'être à Buchenwald. Et de cette acceptation naissait en lui une paix si profonde qu'elle irradiait autour de lui. Les autres allaient vers Jérémie comme on va vers une source. Et la joie montait en eux simplement parce qu'il était là. Jacques Lucéran a écrit : le monde extérieur existe. Le monde intérieur existe. Ne sont-ils pas tous dans l'erreur absolue, puisque les deux mondes sont également réels ? C'est la leçon ultime de Buchenwald. La joie n'est pas une récompense que les circonstances nous accordent quand elles sont favorables. C'est une source intérieure que rien ni personne ne peut tarir, à condition de ne pas la laisser s'éteindre soi-même par la haine, le désespoir ou la résignation. Lucéran raconte qu'il se fermait parfois quelques minutes au monde extérieur pour poser son regard intérieur sur cette clarté qu'aucun gardien ne pouvait atteindre. En avril 1945, les Américains libèrent Buchenwald. Lucéran retrouve Philippe Vianney, le chef du mouvement. Et il écrit : Philippe égale la vie. L'équation était triomphante. Un homme devant lui, un homme vivant. Et dans cette simple présence, toute la preuve que le mal n'avait pas eu le dernier mot. Alors, que reste-t-il de ce voyage ? Que nous dit Jacques Lucéran, au-delà du récit, au-delà de l'histoire,
au-delà même de la guerre. Il nous dit 3 choses, je crois, et ces 3 choses s'adressent à chacun d'entre vous. La première, la cécité n'est pas une prison. Elle peut devenir une porte. Lucéran nous montre que la privation d'un sens peut ouvrir l'accès à une perception plus profonde du monde et des êtres. Ce que les yeux ne voient pas, le cœur peut le voir. La deuxième, le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la fidélité à une lumière intérieure, même quand tout conspire à l'éteindre. Un adolescent aveugle a bâti un réseau de résistance, parce qu'il savait écouter les voix, les silences et sa propre conscience. La troisième, la joie est un acte de résistance. Même au seuil de la mort, elle reste accessible à celui qui refuse de l'abandonner. Elle est en nous, comme la sève est dans l'arbre, comme la source est dans la montagne, comme la lumière est dans l'aube, qui n'a pas encore paru. Après la guerre, Lucéran part enseigner la littérature française aux États-Unis, où on le célèbre comme un héros. Pendant ce temps-là, la France l'oublie. Il faudra attendre 2015 et le livre de Jérôme Garcin, Le Voyant, pour que sa mémoire soit honorée dans sa propre langue. Le 27 juillet 1971, Jacques Lucéran meurt dans un accident de voiture à 47 ans. Une vie brève, traversée de part en part par la lumière. Mais son témoignage, lui, n'a rien perdu de sa force. À notre époque, traversée par le bruit, l'angoisse, le sentiment d'impuissance, son message résonne peut-être plus clairement encore. La lumière et la liberté ne sont pas des conditions extérieures que le monde nous accorde ou nous refuse. Ce sont des espaces intérieurs, des territoires sacrés que chacun de nous porte en soi. Alors je voudrais, avant de nous quitter, vous poser une seule question. Elle est simple et elle n'attend pas de réponse immédiate. Quelle est la lumière que vous portez en vous et que vous avez peut-être cessé de regarder? Quelle peur, quelle colère, quelle lassitude ont voilé en vous cette clarté qui ne demande qu'à revenir. Et je voudrais vous remercier d'avoir fait ce voyage avec moi. Simple fait d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout, d'avoir laissé les mots entrer en vous, est déjà un geste de la même nature que celui de Lucéran. Un acte d'attention, un acte de présence, un acte de confiance accordé au monde malgré tout. Et je vous souhaite, avec la simplicité et la douceur que Jacques Lucéran aurait aimé, de retrouver ou de jamais perdre cette lumière intérieure qui brûle en chacun de nous, même quand tout semble obscur. Car c'est peut-être cela, son dernier enseignement. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, quelque part en nous, une aube qui attend.